yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV, la chaîne au service du Saint Coran. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait pris part à cette august assemblée. Nous sommes honorés et privilégiés de prendre la parole devant cette auguste assemblée, devant ce lieu de savoir, ce temple de savoir qui est un creuset de rencontres et de civilisation de personnes venues de partout à travers le monde. Donc je vais essayer de faire une courte présentation de M. Sey. Alors M. Sey est né au milieu des années 70 à Tcheyen, ici à côté. Il a fait ses études élémentaires à Diourbel. Ensuite, il a fait les études moyennes et secondaires également à Diourbel. En 1993, il a réussi au concours de l'enseignement élémentaire. Son premier poste fut à Bakel, ensuite à Tamba. De 2002 à 2006, il a fréquenté l'école 10, Pikine 10 quoi. En 2008, il devient directeur de l'école de Mbaké. Puis en 2011, il réussit au concours de l'ordre instituteur, ce qui l'a permis de retourner à l'UCAD pour faire la formation au département de philosophie, où il obtient une maîtrise en philosophie. De 2016 à 2018, il fait la formation à la FASTEF. Après FASTEF, il est admis au lycée de Ndiaganiao. En 2002, il a été affecté à Koki et depuis lors, il est là à Koki comme professeur de philosophie qui intervient à la fois au lycée et à l'Institut islamique de Koki. Donc, il va nous faire une présentation du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Je vais donner la parole sans plus tarder. Merci, M. Bachi, de cette présentation. Je commence d'abord par saluer l'Assemblée, les autorités ici présentes, celles qui nous viennent de Dakar, en particulier les représentants de la direction du livre, les autorités de l'Institut islamique et particulièrement le directeur Moudir Baïmoudoulou, les invités, les panélistes, Oustaz Sek, ainsi que les collègues venant du lycée et de l'Institut. Je n'oublie pas également dans mes salutations les élèves de l'Institut, mais également ceux du lycée de Koki. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un livre du contrat social qui, en plus de sa portée significative, est une œuvre au programme des classes de terminale. Les élèves de la terminale L'1 et L2, parce que ceux de la série S sont concernés par l'apologie de Socrate. Je commence d'abord par dire que s'il y a une œuvre qui a tant marqué les esprits sur le plan de la philosophie politique et qui a su exercer une influence sur la façon de penser la politique, on ne peut pas ne pas citer le prince de Machiavel, mais également du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Cette œuvre que je viens de citer dernièrement, le contrat social, a la particularité de poser les fondements de la légitimité du pouvoir. C'est-à-dire, ici Rousseau cherche à expliquer comment le pouvoir, l'exercice du pouvoir pourrait être légitime. Et
pour garantir cette légitimité, il faut forcément partir d'un contrat qui implique à la fois les gouvernants et les gouvernés. Mais avant de revenir sur la quintessence de ce livre, de cet ouvrage, j'aimerais un peu parler du parcours de l'auteur, c'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau. Qui est Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau est né à Genève en 1712 d'un père horloger et d'une mère qu'il a eu à perdre dès sa naissance. Donc il est orphelin de père. Mais à l'âge de 16 ans, pour échapper à la tyrannie de son père qui lui enseignait la gravure, Rousseau fait fugue et s'installe en France où il exerce les métiers les plus divers et connaît les conditions sociales les plus contrastées. C'est-à-dire, il faut reconnaître qu'il a eu une enfance très difficile, une enfance marquée par une vie vagabonde parce qu'il a tendance à changer de lieu de résidence jusqu'à la fin de sa vie. Et cela, effectivement, a rejailli sur sa manière de penser, sur sa manière de voir. Maintenant, essayons de parler un peu de l'ouvrage, du contrat social. Dans un premier temps, nous allons essayer de camper l'œuvre dans son contexte. Pourquoi Rousseau a-t-il eu, en fait, l'objectif ou bien le désir d'écrire le contrat social? Parce qu'il a eu à constater un certain nombre de manquements dans la façon de gouverner au niveau des peuples. Parce que lors de son séjour à Venise, Rousseau a eu à constater effectivement que le mode de gouvernance proposé n'est pas conforme à sa façon de voir en fait la politique. Et il s'est dit qu'il va écrire ce livre dans le but de proposer une refondation de la pensée politique. L'œuvre également fut un projet qu'il a nourri depuis la jeunesse, parce qu'à 16 ans, il s'est dit qu'il va écrire une œuvre intitulée « Les institutions politiques ». On peut dire même que le contrat social n'est rien d'autre que le prolongement des institutions politiques. Mais on ne peut pas également ne pas parler du contexte de publication de l'ouvrage sans pour autant faire la liaison entre Rousseau et certains penseurs comme Jean Bodin, comme Montesquieu, mais également comme Thomas Hobbes. Rousseau, dans son rapport avec Thomas Hobbes, il s'est démarqué de Hobbes quand il s'agit de la légitimité du pouvoir. Parce que si pour Hobbes, le pouvoir légitime peut reposer sur la force, Rousseau pense que le pouvoir légitime doit reposer sur le droit. D'ailleurs, il précise que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le même s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Donc pour Rousseau, la force n'est pas légitime, la force ne fait pas le droit, il faut plutôt effectivement la loi. Il faut plutôt des principes qui reposent effectivement sur la loi ou bien le droit. On ne peut pas également ne pas lier ce contrat social à une œuvre de Montesquieu en disant simplement qu'entre Rousseau et Montesquieu, il y a une convergence de vues. Parce que rappelez-vous, Montesquieu a écrit un ouvrage intitulé « L'esprit des rois »,
où il parle de l'importance des lois. Et si on parle du contrat social, on ne peut pas également parler effectivement de l'importance des lois. Parce que Rousseau pense qu'un pouvoir légitime doit avoir comme soubassement des lois, doit avoir comme soubassement le droit. Il faut également faire la liaison entre Rousseau et certains de ses contemporains. J'ai parlé de Montesquieu, j'ai parlé de Jean Bodin, j'ai également parlé de certains philosophes du contrat qui sont John Locke, qui s'inscrivent dans la même perspective que Rousseau quant à la légitimité du pouvoir, parce que John Locke considère qu'un pouvoir légitime doit nécessairement reposer sur le contrat. Bien, autant de rapprochements possibles entre Rousseau et certains de ses penseurs qui, je trouve, s'inscrivent dans la même dynamique de l'exercice du pouvoir. Bien, maintenant, de quoi est-il question exactement dans le contrat social? Il faut dire que le contrat social analyse les principes du droit politique et expose les fondements de la légitimité du pouvoir. Ce contrat nous définit en effet les conditions d'un ordre social juste où la liberté et l'égalité sont garanties comme toute forme d'expression, où chacun, tout en obéissant à des règles communes sans lesquelles il n'y a pas de société organisée, n'obéira à personne en particulier. Donc pour Rousseau, la condition de légitimité est dans le peuple souverain. Mais qu'est-ce qu'un peuple souverain? Il conçoit le peuple souverain comme la source légitime, en fait, du pouvoir. Un peuple souverain, c'est un peuple libre qui a la possibilité de s'exprimer, soit à travers des suffrages, ou bien qui a la possibilité, effectivement, de donner son mot quant à l'exercice du pouvoir. Autrement dit, il cherche à établir la différence entre la monarchie et un pouvoir où le peuple est souverain. C'est-à-dire un peuple qui est libre. Maintenant, le peuple souverain également peut renvoyer également à un ensemble, ou bien à une association d'individus. Cette association d'individus cette association d'individus est régie par un contrat ou bien un pacte social, et ce pacte social est le fondement de la légitimité. Mais qu'est-ce qu'on entend par pacte social? Le pacte social, c'est le contrat social. Il désigne cet acte conventionnel absolument fondateur et originel qui se caractérise par l'aliénation totale librement consentie de la liberté naturelle de chaque contractant à toute la communauté, de sorte que la condition soit égale pour tous. Ça signifie quoi? Quand on parle de pacte social ou de contrat social, chaque contractant doit accepter d'aliéner sa liberté au profit d'une autorité commune, doit faire abstraction de soi-même au profit d'une autorité commune. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Non pas l'intérêt personnel, mais l'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est cet intérêt général qui semble justifier ce qu'on appelle la volonté générale. Maintenant, en plus de ce résumé, on a eu le soin d'ajouter un bref éclairage conceptuel. Nous avons estimé qu'un rappel sommaire du plan de l'ouvrage aiderait peut-être à bien saisir la quintessence du contrat social. Maintenant, comment est constitué, bien comment est structuré le contrat social? Il faut dire que le livre
l'ouvrage est subdivisé en 4 livres et chaque livre est subdivisé en chapitres. D'abord, pour ce qui est des livres 1 et 2, Rousseau nous expose la théorie de la souveraineté Pour les livres maintenant 3 et 4, Rousseau nous expose la théorie du gouvernement. Maintenant, pour les besoins pédagogiques, c'est-à-dire pour les besoins du programme, nous allons nous focaliser sur les livres 1 et 2 parce que ce sont les parties concernées ce sont les parties qui sont concernées par le programme de terminal de la série L. Maintenant, que nous dit exactement les livres 1 et 2? Pour ce qui est des livres 1 et 2, il faut dire que le livre 1 a comme chapitre premier le fondement du droit politique. Mais il faut dire que le livre 1 le livre 1 porte sur les fondements. Le livre 1 qui parle de la souveraineté, du fondement de l'État et de la souveraineté. Maintenant, au niveau du livre 1, au chapitre 1, on nous parle du fondement comme objet du droit politique. Au niveau du livre 1 toujours, du chapitre 2 au chapitre 5, Rousseau nous revient sur la réfutation des prétendus fondements. Cela veut dire quoi? Rousseau, à ce niveau, nous montre quels sont les fondements qui sous-tendent la légitimité et quels sont les fondements qui ne sous-tendent pas la légitimité. Et parmi les fondements qui ne sous-tendent pas la légitimité, il y a la force, il y a effectivement la nature. Toujours au niveau du livre 1, les chapitres 6 du chapitre 6 au chapitre 9, on nous parle de la fondation du principe de souveraineté. Maintenant, concernant le livre 2, les chapitres 1, 2 et 3 définissent les principes de la souveraineté. Les chapitres 4 et 5 parlent de la souveraineté comme puissance. Les chapitres 6 et 7 parlent de la loi comme manifestation de la souveraineté. Les chapitres 8, 9 et 10 nous parlent du souverain ou de la théorie du peuple. Le livre 2 toujours, les chapitres 11 et 12 nous parlent de la liberté et de l'égalité comme effet d'un fondement légitime. Donc voici effectivement la structuration de l'ouvrage concernant les livres 1 et 2. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Concernant du contrat social, il faut dire que c'est un ouvrage qui est très actuel au regard des thématiques qui sont développées, parce que ici, on nous parle principalement de la légitimité du pouvoir politique. Et ici, on place la souveraineté ainsi que la volonté générale au cœur de l'exercice du pouvoir. Donc, un peuple doit être souverain et un peuple doit s'exprimer, et dans l'expression du peuple, il doit effectivement
on doit sentir effectivement la volonté générale. On ne peut pas également parler du contrat social sans parler de l'apologie de la démocratie, parce que c'est un livre qui fait l'apologie de la démocratie. Parce que la souveraineté et la volonté générale ne sont que des principes de la gestion démocratique. Donc voilà ce que j'ai eu à préparer sur le contrat social. Et je pense avoir dit l'essentiel. Peut-être le temps ne nous permet pas de développer davantage. Et il faut comprendre également que le contexte qui a été choisi pour présenter cet exposé, c'est un contexte qui a été très contraignant, mais quand bien même nous avons essayé un temps soit peu de présenter quelque chose. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup. Pour ces éclairages sur le contrat social. Et nous invitons aux élèves ou aux intervenants de pouvoir prendre la parole pour poser des questions afin d'avoir plus d'éclaircissement s'il y a des zones d'ombre. Alors, je vais m'aventurer à glisser un peu sur le terrain glissant de la philosophie, même si c'est très risqué. Je vais essayer de dire ce que moi j'ai compris comme étant le résumé des différentes interventions que monsieur a dit. Alors, selon ce que moi j'ai retenu, alors, le contrat social repose essentiellement donc sur la notion de droit. C'est-à-dire, un pouvoir n'est légitime que si et seulement si ce pouvoir repose sur le droit. D'où donc l'importance des lois qui constituent donc les soubassements de la force d'une société. La société donc doit reposer, selon Jacques Rousseau, sur la notion de droit et de loi. Et par conséquent donc, le peuple souverain est le seul qui est apte à faire voter des lois, à donner le pouvoir à un dirigeant qui dirige pour le bien du peuple, et que s'il doit user de la force que le peuple lui a confiée, cet usage doit reposer essentiellement sur le droit et sur la loi. Et par conséquent donc, la loi constitue donc la notion fondamentale qui sous-tend le contrat social. Donc voilà comment moi j'ai compris la chose. Monsieur Sey, si effectivement il y a des choses qu'il faut extraire, vous avez vraiment la parole. Donc on laisse la parole au public, Inch'Allah. C'est juste une petite contribution pour remercier tout d'abord monsieur Sey pour cette profonde et cette riche communication qu'il a faite. Alors sur les fondements qui doit sous-entendre alors l'exercice du pouvoir selon Jean-Jacques Rousseau ou bien Machiavel depuis le XVe siècle qui a beaucoup influencé la science politique. Et selon ce contrat social dont vous aviez parlé, l'autre contrat social qui avait fait l'objet de ma communication. Pour les fondements, ici, la volonté publique ou la volonté populaire, comment définir cette volonté publique-là ou bien cette volonté populaire? D'autant plus que j'avais lu quelque part, je ne sais pas si c'est Montesquieu ou Rousseau, qui disait que pour découvrir les règles de société, il faudrait une intelligence supérieure qui vit toutes les passions des hommes et qui n'en éprouva aucune.
car chaque législateur met ses intérêts dans les lois qu'il promulgue. Aristote, en tant que législateur, aimait montrer sa jalousie vis-à-vis de Platon, etc. Pour montrer, si on se réfère à la volonté populaire incarnée, représentée par quelques groupes, par quelques autorités, que ce soit. Cela par rapport à ce contrat social qui renvoie à la volonté divine, qui renvoie à la sagesse divine, cette volonté qui s'est révélée à ses messagers par rapport à l'objectivité du pouvoir, par rapport à l'objectivité des fondements sur lesquels on se basait, par rapport aussi à l'omniscience et à la totalité des sciences qui cernent toutes les causes. Et je crois qu'un législateur américain disait aussi, la loi en Amérique n'a qu'un rapport très limité avec l'application des devoirs moraux. Un citoyen américain peut parfaitement respecter la loi et être cependant corrompu sur le plan moral. Et on a trouvé de beaux législateurs, mais leur vie quotidienne, qu'on a bien connue, est tout à fait en contradiction avec le beau prétexte qu'ils prônaient. Ici, l'objectivité et les vrais fondements qui pourront vraiment être objectifs, est-ce que ça peut venir des êtres humains? Ou bien ça ne peut venir que d'une source enseignée par Dieu? Je crois que ça, c'est l'un des points qu'on peut quand même souligner davantage entre les deux contrats sociaux. Voilà, c'était une petite contribution que je voulais faire, mais tout en vous remerciant par cet exposé très posé, très riche, vraiment. Merci beaucoup, monsieur Sy. Merci Imam pour cette contribution qui est de haute facture. J'aimerais seulement ajouter concernant la volonté générale dont parle Jean-Jacques Rousseau. Ici, on fait allusion à l'abstraction du contractant. Cela veut dire quoi? Il doit renoncer à son intérêt particulier et doit accorder la primeur à l'intérêt commun. Maintenant, si le contractant accorde de l'importance à l'intérêt commun au détriment de son intérêt particulier, et tout cela va dans le sens de l'intérêt général, je pense qu'il n'y a pas de contradiction avec celui qui, effectivement, dans son rapport à la société, a comme référence principale la force divine, ou bien la divinité. L'intérêt général, ou bien la volonté générale dont parle Rousseau, n'est rien d'autre que le renoncement à l'intérêt particulier au profit de l'intérêt commun. Et de ce point de vue, si la volonté générale s'exerce, c'est la volonté du peuple, mais c'est une volonté dont le soubassement n'est rien d'autre que l'intérêt commun et non l'intérêt individuel ou bien l'intérêt crypto-personnel. Et de ce point de vue, je ne vois pas de contradiction avec celui qui met au devant la morale ou bien qui, dans ses rapports avec les individus,
privilégie surtout la morale ou bien l'éthique. C'est juste en fait une précision concernant la volonté générale dont je viens de parler. Maintenant, concernant la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir le pouvoir? Dans la perspective de Rousseau, celui qui obtient le pouvoir est celui-là à qui on délègue le pouvoir sur la base d'un contrat. Et celui-là à qui on délègue le pouvoir sur la base d'un contrat. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les contractants qui renoncent à leur liberté, qui renoncent à leur intérêt particulier et acceptent de faire une abstraction d'eux-mêmes au profit d'une autorité commune qui se charge effectivement de gérer le pouvoir, qui se charge effectivement d'exercer l'autorité dans le but de veiller à la stabilité sociale. Et je pense bien que le contrat social tel que institué par Rousseau n'est pas différent de ce qui se passe actuellement dans les régimes démocratiques. Parce que celui qui exerce le pouvoir, c'est celui qui a été choisi par tout un peuple sur la base de suffrage. Et de ce point de vue, si le peuple choisit, c'est comme si la volonté générale s'est prononcée. Et de ce point de vue, celui qui exerce le pouvoir, il l'a obtenu sur la base d'une délégation, et le moyen par lequel effectivement s'effectue cette délégation n'est rien d'autre que les suffrages. Je pense que c'est ce que je pouvais dire par rapport à cette question. Maintenant, la question rapport entre la science et la philosophie, je pense que ce n'est pas une question qui est en phase avec la thématique. Mais concernant le rapport entre la science et la philosophie, pour examiner ce rapport, il faut le voir sous différents angles. La science, tout comme la philosophie, sont des ordres de savoir. Autrement dit, elles répondent toutes les deux à un souci explicatif. De ce point de vue, leur ambition est commune. Seulement, ils partagent également certaines caractéristiques telles que la rationalité, la dimension critique, mais aussi le caractère désintéressé. Mais au-delà de ces traits communs, on peut voir en elles des divergences du point de vue de leur approche, parce que la science, dans son rapport à l'objet, l'appréhende de manière restreinte. Autrement dit, la science a un objet délimité, elle cerne son objet, elle l'embrasse dans sa particularité, alors que quand il s'agit de la philosophie, elle s'intéresse dans la globalité, elle s'intéresse sur la totalité. Et de ce point de vue, la philosophie a une approche globale, alors que la science a une approche parcellaire. Il y a également des divergences du point de vue de leur conception de la vérité, parce que la vérité philosophique, le philosophe a un rapport particulier avec la vérité. C'est une vérité qui est subjective. C'est pourquoi les philosophes ne sont jamais d'accord, alors que quand il s'agit de la science, c'est une vérité objective. C'est une vérité qui a été établie sur la base d'une démarche et portant sur un objet précis. Bref, il y a deux points de convergence, mais également il y a des points de divergence. Du point de vue de l'efficacité et des résultats, effectivement, la science semble être beaucoup plus efficace que la philosophie, parce que la philosophie, compte tenu de sa dimension théorique, n'est pas préoccupée par le résultat,
parce qu'en philosophie, à chaque fois qu'une réponse a été fournie, aussitôt il y a une question qui surgit, ce qui fait que les philosophes ne sont jamais à bout de leur questionnement, alors que quand il s'agit de la science, la marque de fabrique de la science, c'est la précision, c'est le consensus. Donc il y a pas mal de divergences entre la philosophie et la science, au-delà de quelques similitudes. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox. nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraanga yi leen yàlla jox xëjul ci daara yi. ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV, la chaîne au service du Saint Coran, télé bi liggéeyal Al Qur'an al Karim.